Vous répétez toujours les mêmes erreurs en amour? Vous attirez des partenaires toxiques? Vous avez peur de vous engager? Rejoignez Myriam Facio, psychanalyste et créatrice de méthodes révolutionnaires, pour une masterclass exceptionnelle. Découvrez enfin pourquoi vous vous sabotez en amour et libérez-vous de vos blocages inconscients grâce à une expérience de reprogrammation unique qui va transformer votre vie amoureuse. Inscrivez-vous en cliquant sur le lien en description ou en haut à droite de l'écran. Votre âme sœur vous attend, il ne manque plus que vous. Mais est-ce que vous diriez que finalement être joyeux dans la vie, c'est un acte de résistance? Non, c'est naturel. La résistance, ça veut dire qu'il faut serrer les dents. Non, la vie veut des solutions. Oui. Presque toujours. Donc, c'est juste nous qui les empêchons. Bienvenue dans Domino, Alexandre Jardin. Bonjour. Et merci d'avoir honoré cette invitation. Alors, entre vous et moi, il y a un vase rempli de dominos blancs et de dominos noirs. Dans un instant, je vous demanderai d'en piocher un. Mais avant toute chose, la règle du jeu. Si vous piochez un domino blanc, nous commencerons par l'interview blanc sur noir. Nous irons explorer votre face lumineuse, vos joies, vos réussites, vos passions. Et si vous tirez un domino noir, eh bien, nous commencerons, ce sera l'interview noir sur blanc. Et là, nous irons ausculter votre part sombre. Le diable. Oui, les blessures, les angoisses, les doutes. Alors, s'ensuivra une séquence dans laquelle, un peu plus intuitive, un peu plus symbolique, à partir des chiffres pairs ou impairs des dominos. Et nous terminerons l'émission par l'entretien hasard ou destin. Bien. Voilà. Alors, Alexandre, c'est à vous de jouer. Attendez, vous fermez les yeux, vous concentrez et vous tirez un domino. Ah oui, sinon, c'est pas un jeu. Voilà, blanc. Domino blanc, interview blanc. Alors, l'interview blanc sur noir. Alors, vous êtes écrivain, réalisateur, et vous êtes aussi engagé dans le combat associatif, citoyen. Prenez ce miroir, cher Alexandre, prenez ce miroir et regardez-vous et dites-moi quel est l'homme que vous apercevez. Un type qui n'a pas beaucoup dormi. Mais encore? Parce qu'il vit sur plusieurs fuseaux horaires. Et donc, je mène 2 vies à la fois. Oui. C'est donc, pas il un manque double. de sommeil. C'est pas un double que vous apercevez. C'est bien vous. Oui, parce qu'il a l'air fatigué, donc c'est moi. Oui. Et alors, regardez attentivement vos yeux dans le miroir. Et dites-moi la lumière qu'il y a dans ces yeux. Quelle est-elle? Ils sont petits de fatigue. Oui. Mais je ne sais pas très bien qui c'est. Et votre bouche, Alexandre, quand vous la regardez, quels sont les mots qui vous rendent heureux quand ils émanent de votre bouche? Quasiment tous les mots que j'emploie me rendent heureux. Et oui. je parlais ce matin de ça avec une serveuse dans un café. Et je vais dans ce café parce qu'elle est heureuse, cette femme. Et je lui ai demandé pourquoi elle était comme ça. Et elle m'a dit, mais comme vous. Elle m'a dit, c'est pour ça que vous venez. Oui. Et c'est un dialogue absolument étonnant. Et je lui ai dit, oui, je viens parce que vous êtes heureuse tous les matins. Elle m'a dit, c'est ma nature. Oui. Cette nature de sourire à la vie, vous en avez fait votre devise? Oui, parce que d'abord, je pense toujours que ça se retourne dans le bon sens. Oui. Je n'ai jamais eu l'idée que l'histoire se terminait mal. Et vous croyez qu'il faut cultiver la joie comme on cultive un jardin? Non, c'est le flux naturel. Là, en ce moment, on est dans un moment de l'histoire où le destin français semble extrêmement barré, compliqué. Oui. Et moi, je sais que si on était à Noël 1943, oui. et que quelqu'un rentrait sur le plateau et disait « Détendez-vous, il n'y en a plus que pour 6 mois, après il y a
il y a 30 ans de croissance avec les Bee Gees, Bardot, Oui. on le prendrait pour un fou. Pourtant, c'est vraiment ce qui s'est passé. Oui. C'est pas de la fiction. Oui. Mais est-ce que vous diriez que finalement, être joyeux dans la vie, c'est un acte de résistance? Non, c'est naturel. La résistance, ça veut dire qu'il faut serrer les dents. Non, la vie veut des solutions. Oui. Presque toujours. Donc, c'est juste nous qui les empêchons. Oui. Mais quand, par exemple, là, vous diriez que vous êtes un homme heureux? Oui, pourtant j'ai plein d'emmerdes, mais... Et qu'est-ce qui vous rend si heureux? Quand je regarde un tableau, quand je regarde une société, je ne me vois pas en dehors du tableau. Et j'ai souvent vu que des gens très déprimés regardaient le tableau et avaient l'impression qu'ils n'étaient pas dans le tableau, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas agir. ABC Talk vient de me lancer un défi. Peut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous ? Et si vous fermez les yeux, Oui. vous qui avez eu une enfance quand même très riche, si vous fermez les yeux là, Oui. fermez-les, Oui. quelles sont les images du bonheur qui vous reviennent à l'esprit? C'est toute ma vie nouvelle entre le Canada et la France. Ouais. Donc ce sont des souvenirs récents. Oui. Ce ne sont pas des souvenirs Non. liés par exemple à votre enfance. Non. Non pas qu'elle ait été malheureuse, mais c'est vrai que je suis plus heureux aujourd'hui qu'avant. Oui. Et si je vous demandais, là, en vous regardant un peu plus de plus près, votre ride du bonheur, où est-elle? Le rite Votre ride du bonheur, elle est où? Du côté des yeux, de la bouche? Elle est dans le style d'écriture, plutôt que sur le visage. Oui. Cette ride-là. Quand j'écris, il y a toujours quelque chose qui pense qu'on va pouvoir éclairer la scène et que même si mes personnages vivent des emmerdes colossales, ils vont trouver un chemin. Et que la personne qui va me lire va être oxygénée. Et elle va repartir. C'est très positif, hein, très optimiste. Hein, oui, oui. Mais c'est vraiment c'est le sport naturel de la vie. Mais vous êtes quand même un hyperactif. Oui. Vous menez plusieurs vies en même temps. Beaucoup de vies. Est-ce qu'à un moment, vous avez besoin de faire le silence en vous? Je devrais. Hein. Vous le faites jamais, non? Mais non, parce que je m'occupe du mouvement des gueux, parce que j'anticipe toute l'action civique. J'ai un film canadien que je projette, un film français avant à faire. Je sors bientôt un roman. J'imagine le roman suivant. Donc, d'abord, tous ces personnages circulent. Et à aucun moment, vous avez besoin de vous poser, de vous retrouver avec vous-même, peut-être de méditer? Je n'y suis jamais vraiment parvenu.
Pour quelle raison? Peut-être parce que je suis très présent dans ma vie, maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Et donc, ce qu'on appelle la méditation, c'est ça. Hein. C'est une qualité de présence. Oui. Mais est-ce que parfois vous vous dites que quand on se regarde finalement intérieurement, oui. Parfois il y a des choses qui nous effraient un peu en nous, ou qu'on n'a pas envie, de trouver certaines réponses à certaines questions qui tournent en boucle chez soi, non? Oui, mais ça ne m'angoisse pas plus que ça. Je me souviens un jour, je devais avoir 12-13 ans, à la télé était passé un documentaire, Le chagrin et la pitié, un documentaire tout à fait extraordinaire, sur les Français et la collaboration. Et là-dedans, on voyait, c'est la première fois que je voyais un homme d'État qui me plaisait. Et il y avait une interview de Pierre Mendès France, qui est lumineux là-dedans, et qui raconte son évasion quand Vichy l'a foutu en tôle, pour plein de raisons, dont le fait qu'il soit juif. Et il s'échappe, il est sur le mur, et au moment où il va sauter, il y a un couple juste en dessous. Et il ne peut pas sauter, il dit, parce que la fille dit non, elle hésite, alors qu'il a les flics au cul, qu'il peut se faire tuer. Quoi. Et il termine en disant, finalement, l'amour l'a emporté, j'ai sauté. Ouais. Donc, et pourtant, il parle d'un moment où il aurait pu se faire tuer. Ouais. Donc c'est ça qui vous réjouit, finalement, vous vous retrouvez dans Mendès France, c'est ça? Oui, je pense que si on est sur le mur avec les flics au cul, prêts à vous tirer dessus, à un moment, la fille cède. Et on saute. Et d'où vient cette énergie, finalement, qui est en vous et que l'on sent, là, même dans cette interview qu'est-ce qui la nourrit, cette énergie? Est-ce que quelqu'un dans votre vie vous a finalement fait un peu des injections d'énergie, de folie? J'ai rencontré une femme très importante dans ma vie, il y a 4 ans, qui est quelqu'un qui m'a complètement fait changer de niveau. Je me suis rendu compte, en la regardant vivre, que j'étais presque toujours pas au bon niveau, quasiment tout. Ah oui. Mais un peu comme l'actualité. Quand on regarde une chaîne de télé, on voit des gens qui parlent, qui très rarement sont dans le bon niveau. Je sais pas, hier, j'ai allumé, je voyais un type qui parlait de fiscalité sur l'héritage. Et il en parlait comme d'un problème de fiscalité. Le bon niveau, c'était pas ça. Le vrai niveau, c'est la famille. C'est la transmission. C'est pas un problème fiscal. Vous avez été un bon père, vous, qui avez 5 enfants. Oui, pas terrible, parce que d'abord, j'en ai eu beaucoup. J'en ai beaucoup. Oui. Et celle que j'aime a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans ma vie. J'ai élevé une belle fille. Oui. Donc, c'est compliqué d'être un bon père, d'abord, quand on en a beaucoup. Mais parce que votre père, Pascal Jardin, qui était Mais je suis très père. un scénariste, un dialoguiste d'un talent incroyable, vous lui avez presque reproché, finalement, un peu... Lui, il n'était pas père du tout. Oui, il n'était pas présent. Non. Vous considérez que vous êtes un père présent, à l'écoute de ses enfants? Non, personne l'est parfaitement. Mais par moments, je me réveille. C'est-à-dire que je me dis que je suis en train de louper quelque chose. Oui. Mais je me réveille quand même souvent. Oui. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que, si je vous demande comment ça se passe avec Dieu, est-ce que vous vous fréquentez? Est-ce que vous vous ignorez? C'est venu très naturellement. Depuis quand? Depuis la rencontre avec cette femme. C'est-à-dire il y a 4 ans? Oui, très naturellement. C'est que ça m'a semblé évident, en la regardant fonctionner, oui. qu'elle me donnait accès à ça. C'est très bizarre. Oui. C'est-à-dire, vous allez à l'église? Non, je ne me sens pas très, très concerné par les rites, oui. mais j'ai du mal. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, je m'ennuie. Alors que quand
quand il m'arrive de prier, je m'ennuie pas du tout, quoi. Parce que vous avez l'impression d'écrire Oui. un nouveau chapitre de votre vie quand Oui, vous et puis c'est vous une priez. connexion avec la vie qui est extraordinaire. Donc, Et quand vous allez... Et d'ailleurs, justement, puisque vous dites que c'est cette femme qui vous a un peu mis sur le chemin Ouais. de la foi, si Dieu était une femme, oui, ça mais changerait d'ailleurs, quoi? c'est le cas. Il n'y a pas de si. C'est... Pour vous, Dieu est une Ah femme. oui, c'est évident. Et c'est quoi les conséquences? Comment vous pouvez dire ça? C'est beaucoup plus sympa. Donc quand vous priez, vous imaginez une femme. En tout cas, c'est le féminin. C'est le féminin. Oui, oui, parce que vous êtes quand même d'autres hommes que nous. Donc, oui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous diriez, est-ce que le monde irait mieux si les femmes gouvernaient? Mais il va mieux, contrairement à ce qu'on dit. Oui. Il va mieux. Parce qu'il y a toujours eu des fêlés à la tête des États. Oui. Il y en a toujours eu. Mais globalement, il va... je dirais, le XXe siècle, c'est quand même une boucherie permanente, hein, le siècle précédent. Donc on a toutes sortes de tensions, mais on n'est pas dans la boucherie permanente. La Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment beaucoup de gens qui vont au tapis. Hein. Oui. Alors attendez, on va revenir à une partie un peu lumineuse. Est-ce que quand vous qui vivez dans la campagne, ça vous arrive d'aller serrer un arbre dans vos bras? Non. Jamais. Non, mais de goûter profondément la présence de la garrigue, oui. Les parfums, les Oui, odeurs, oui, comment oui. ça se traduit? C'est très sensuel, la garrigue. C'est-à-dire? Et c'est très parfumé, c'est très fort, surtout au petit matin. Et puis, je ne savais pas la regarder. Et c'est une amie qui habite dans le coin qui m'a appris d'abord que je l'ai regardée faire et je me suis rendu compte qu'elle mangeait tout. Alors que pour moi, la garrigue, il n'y avait rien à manger. Et alors, qu'est-ce qu'elle mangeait? Mais tout. On récupère le sureau pour faire des sirops. Des sirops. Mon œil ne voyait pas les asperges sauvages. Parce que c'est très fin. Oui. Mais comme je ne savais pas que ça existait. Ah oui, vous n'étiez pas très proche de la nature. Non, donc je ne mangeais rien. Oui. Pour moi, la garrigue, c'était pas un phénomène culinaire. Oui. C'est une révélation. Oui, maintenant je la mange. Maintenant, vous la mangez. Oui. Et pour clore cette première partie d'interview, si vous pouviez offrir une étincelle de lumière, vers qui irait-elle? Pour moi, ça part du couple. Parce que c'est un handicap terrible d'être un homme. Donc, ça part vraiment du fait d'être connecté avec le féminin. Oui. Donc, pour moi, ce qui rend lumineux, c'est d'avoir une femme dans sa vie. Ça change complètement. Vous en avez eu beaucoup des femmes dans votre vie déjà? Non, pas énormément, mais... Quelques-unes. Oui, mais il y a vraiment des êtres qui vous emmènent un peu au-dessus de vous et qui ont cette forme de grâce. Et ça n'a rien à voir avec les amours secondaires. C'est complètement autre chose. Bon, on a bien compris que vous étiez un homme amoureux. Alors, on va maintenant enchaîner avec l'interview noir sur blanc pour aller un peu explorer votre part d'ombre. Si là, tout à coup, votre ombre passait dans le studio, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous dise? C'est drôle parce que cette ombre, je l'associe souvent à un morceau de moi, de ma biologie, qui vient de mon grand-père Jean Jardin. Oui, qui était directeur du Oui. cabinet de Pierre Laval sous Vichy. Ouais. Et ce matin, Oui. j'ai regardé une interview de Ted Gain, le grand résistant, qui était passé par Dachau, et qui racontait ce que c'était la réalité de Vichy. Et il racontait les arrestations des enfants qu'il avait vues.
et comment nos policiers poussaient des gosses dans le camp un camp du Sud. Oui. Et il dit, et il le raconte de manière très brutale. Et pendant qu'il parlait, évidemment, je pensais à mon grand-père. Donc là, ce serait... Et donc, souvent, je pense à lui comme ma part d'ombre. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il glisse là-dedans? Et qu'est-ce que justement... Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en soi, on peut glisser? Et qu'est-ce que justement vous aimeriez lui dire à votre grand-père? Le soulager. Parce que celui qui choisit l'ombre, il est perdu, quoi. Parce que c'est un sentiment de culpabilité que vous ressentez? Oui, et j'ai toujours été mal à l'aise avec le fait qu'on me dise « oui, mais c'est pas toi ». Bien sûr que c'est pas moi, mais c'est un héritage. Oui, et si personne n'est jamais responsable de rien, alors ces enfants poussés dans les camps, qui est responsable? Non, on est responsable du tout, de la lumière et de l'ombre. Alors, justement, de la lumière. Vous avez perdu votre maman en 2022, une femme que vous avez éperdument aimée. Oui. Est-ce que son ombre vous éclaire? Pas encore, ça viendra. Mais elle a eu une fin de vie difficile avec elle-même. Et donc, c'est pas encore de la lumière. Quand vous dites une fin de vie difficile, c'est-à-dire? Très malade. Et très, très en douleur avec elle-même. Et donc, c'est pas la fin de sa vie n'est pas un souvenir lumineux. Oui. Alors que, par ailleurs, elle était lumineuse. Oui. Mais je sais bien que ça va s'estomper. Pour le moment, vous ne sentez pas, par exemple, sa présence. C'est-à-dire que si une coccinelle vient se poser sur votre main ou si un oiseau est là, près de vous, à aucun moment vous ne vous êtes dit « c'est peut-être maman qui me fait signe ». Eh bien, à l'instant où vous posez la question, je sens que c'est possible. Parce qu'en fait... voilà. Oui. C'est bizarre parce que ce genre de sensation, ça ne se commande pas. Donc elle est avec nous? Oui. Vous pensez? Oui. Et quand vous regardez les nuages, vous scrutez tout à coup le ciel pour tenter d'apercevoir, on le fait tous, le visage aimé? C'est pas un visage paisible. Oui, mais quand dans l'autre monde, on peut espérer qu'on revient Quand je pense à quelqu'un de très paisible, je pense plutôt à mon beau-père. Qui est mort un an avant elle, ah oui. Pierre Carreau, qui est l'homme le plus lumineux que j'ai rencontré dans ma vie, le plus victorieux dans son destin, pas social, mais intime, et qui meurt comme un patricien romain. Ah oui, magnifique. Ouais, ça, c'est une image qui vous plaît. Ah oui, incroyable. Vous aimeriez mourir comme ça? Ah oui, évidemment. Donc, parce que, est-ce que comme Hugo, vous diriez, à la mort, l'homme finit, l'âme commence? Parce que vous avez été aussi hanté par les morts et la mort. On va en parler, on parlera de votre frère aussi. Est-ce que vous pensez que, oui, l'âme survit? Oui, évidemment. Enfin, je ne me pose même pas la question. Et souvent, les choses importantes sont les choses qui ne m'interrogent plus. Le rapport à la foi m'interrogeait beaucoup, parce que je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait. Je n'étais pas contre, mais je ne voyais pas ce que ça signifiait en termes d'expérience. Et le jour où ça se présente, ça... Alexandre Jardin, dans cette part d'ombre, il y a aussi, quand vous aviez 15 ans, vous avez perdu votre papa. Il n'avait que 46 ans. Est-il vrai que vous avez songé à mettre fin à vos jours? Oui, quelques semaines après. Mais vous êtes vraiment passé à l'acte ou c'est... Non, c'est pas du tout de l'ordre du symbolique. J'étais en Irlande.
tout seul. On m'avait envoyé tout seul le lendemain même de son enterrement. Double choc. Oui, et je me suis retrouvé tout seul dans une famille d'un milkman irlandais. Et je ne parlais pas l'anglais, j'étais complètement perdu. Oui. Donc je comprends très bien que quelqu'un puisse à un moment ne plus voir la porte, ne plus voir la fenêtre. Ça fait partie de l'expérience humaine. Ceux qui, à un moment, ne voient plus la porte, ça peut faire partie de l'expérience humaine. Oui. Mais, de tout le monde. Mais le fait d'intenter comme ça à ces jours, ça permet aussi de se reconstruire quand vous aviez 15 ans. Finalement, vous vous dites que... comment vous vous êtes reconstruit? Comment vous êtes relevé de cette mort? Par choix. Ouais, il n'y avait pas le choix, il fallait... Ouais. Et puis, non, il y avait le choix. C'est-à-dire je pouvais choisir d'être une victime écrasée par ça ou pas. Finalement, ça ne m'a pas intéressé. Donc, je me suis vraiment pris en main. Et malheureusement, ensuite, à l'âge de 28 ans, vous perdez votre frère, Emmanuel, qui lui va se tuer à coups de fusil, un coup de fusil dans la bouche. Dans la bouche. Et il en avait 31. Ouais. Vous étiez très proche de ce frère. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez ressenti un sentiment de culpabilité? Est-ce que énorme. Et justifié. Parce que vous vous dites que parce que quand, dans cette période-là, quand il était vivant, vous étiez déjà sous les lumières des projecteurs, une starlette des écrivains. Et pas suffisamment attentif. Or, rien ne dit que si on est... On peut toujours... Plein de gens qui disent « Oui, mais enfin, il se serait tué tôt ou tard. Oui. » Non. Rien ne dit que ça n'est pas une période. On est instable dans le temps. Il y a des moments où on traverse des moments où on est perdu, et puis quand on se réveille, or il arrive qu'on se réveille. Donc, bien sûr que je n'ai pas été l'homme qu'il fallait. Et est-ce pour cette raison qu'en 2023, vous lui consacrez un livre, Frère? Est-ce que c'est pour soulager aussi un peu votre conscience, entre guillemets? Non, c'est pour lui donner une sépulture. Une sépulture de papier? Oui. En papier? Oui. Ouais, c'est joli. Pour lui redonner vie? Oui. Parce que c'est un homme magnifique. Vraiment magnifique. Est-ce qu'il vous a légué quelque chose en héritage sur le plan de la personnalité ou dans vos habitudes? Est-ce que vous êtes aujourd'hui content de faire certains gestes comme lui pouvait en faire ou pas? Non, je ne suis pas en danger comme lui. Lui se mettait systématiquement en danger. Et dans les dangers dont on ne sait pas si on monte. Oui. Enfin, vous aussi, vous vous êtes mis quand même en danger. Non, pas les dangers qui intentent à votre vie. Oui. Mais ces deux drames ont modifié votre rapport à la mort, votre rapport à la vie, la perte de votre père, la perte de votre frère. Je sais que ça fait partie. Et que ce n'est pas un malentendu. C'est constitutif le tragique existe. Par tragédie, je veux dire, ceux qui ne trouvent pas la porte et qui ne peuvent pas continuer à devenir, parce que c'est ça mourir, c'est arrêter de devenir. Je suis très, très touché par eux. Vous, Alexandre Jardin, vous aussi, il y a un moment, d'une certaine manière, vous trouviez peut-être plus la porte de vous-même, puisque en 2019, vous publiez un livre qui va faire un scandale incroyable et qui s'appelle Le roman d'Alexandre. Un récit dans lequel vous dites que vous avez cultivé les illusions, que vous avez cédé à la lâcheté, que vous avez multiplié les mensonges.
Est-ce que cet Alexandre-là, il est mort ou quelquefois il renaît de ses cendres? Non, il est mort, celui-là. À un moment, il y a eu un rapport qui a été perverti avec la réalité dans ma famille. Mhm. Il m'a fallu très longtemps pour revenir à un rapport très simple. Mm. Quand mon père meurt et qu'il a 46 ans, il a écrit plus de 120 films. Oui. Ça veut dire qu'il y a certaines années, il en a écrit 17. On peut citer Le Vieux Fusil, Oui. César et Rosalie, Oui. des chefs-d'œuvre. Non, pas César. Mais le Vieux Fusil, Le Chat, La Veuve Coudert, Les Angéliques, le Chat, enfin des quantités de... Donc, quand vous écrivez 17 films dans l'année, ça veut dire que vous n'entretenez qu'un rapport très succinct avec la réalité. Mhm. Vous vivez avec des personnages tout le temps. Donc, il a été dans une vie complètement parallèle. Alexandre, revenons à vous, parce que ma question portait sur ce livre qui a fait scandale. Vous venez de me dire que ce Alexandre-là était mort. Oui, j'ai un rapport sain aujourd'hui avec la réalité. Oui. Mais est-ce que vous avez quand même, est-ce qu'à un moment vous êtes dit, j'ai trahi mes proches, j'ai trahi mes lecteurs, puisque vous avez dit pendant 30 ans que vous aviez raconté des fariboles. Oui. Est-ce que vous vous êtes fait peur? Est-ce que vous êtes effrayé? Est-ce que vous êtes dit... Non, c'est pas ça du tout qui m'a fait peur. Ce qui m'aurait fait peur, c'est de continuer sur ma lancée. Ça, oui. Voilà. Donc vous avez refermé la porte, là. Oui. Vous l'avez ouverte et vous l'avez refermée. Quand on se raconte des trucs et que on sait bien que c'est pas ça. On sait bien qu'on est à côté. Oui. Et d'ailleurs, dans la vie publique, très souvent, quand je vois des gens qui sont dans cette posture-là, d'abord, ils me touchent, et puis je me dis, mais quelle tragédie, quoi. Oui. De pas être absolument droit. Aujourd'hui, vous pouvez dire, je ne mens plus aux autres, je ne me mens plus à moi-même. Je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, je ne fonctionne plus du tout dans un rapport d'auto-persuasion. Voilà, c'est ça. D'auto-persuasion? Oui. Je ne sais pas, quand on regarde... on passe un quart d'heure devant une télé et qu'on voit, les personnages politiques centraux, par exemple, on voit bien qu'ils sont dans un truc d'auto-persuasion. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'ils croient à 100% ce qu'ils racontent. Quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que, pour revenir encore à vous, qu'est-ce qui a fait que tout à coup la lumière est apparue? Cette dame. Il y a 4 ans, donc. Ouais. Et je l'ai rencontrée d'une manière très particulière. Oui. Parce que je l'ai rencontrée par écrit. Oui. Puisqu'il y avait une crise Covid. Oui. Et donc, c'était impossible de la voir. Elle était au Canada. Et le Canada, à l'époque, était un des pays les plus fermés au monde, pendant 1 an. Oui. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer cette femme sans la voir. En lui écrivant tous les jours des messages, des longues lettres. Et quand la vie fait que vous ne pouvez pas toucher ou voir quelqu'un, beaucoup plus rapidement, vous allez vers l'essentiel. Oui. Mais il y avait quand même, parce que vous l'avez rencontrée sur un réseau social, sur anciennement Twitter. Oui. Mais vous pouviez apercevoir sa photo quand même. Non, parce que elle avait mis une photo pour qu'on la voie pas, où elle était au fond, et sur ce réseau, on pouvait pas monter la photo. Donc, ça pixelisait. Donc, je voyais pas sa tête. Mais en fait, je m'en foutais un peu. Vraiment, je m'en foutais un peu. C'est-à-dire il y avait une telle qualité d'échange que je savais que c'était ma femme. Voilà. Donc, quand vous l'avez vue, finalement, vous n'avez pas été déçu? Mais je partais dans un fou rire. Elle a eu peur, d'ailleurs. Elle m'a dit, mais si je ne te plais pas. Et je me suis dit, c'est vraiment une phrase de fille. C'était Et je lui ai dit, mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire, quand on a 18 ans, on est amoureux de la jolie fille de la classe. Oui. Puis un jour, on a envie de rencontrer sa femme. Et d'ailleurs, à propos de rire, là, je vous entends rire. Dans votre livre, vous racontez, vous dites que pendant de longues années, votre rire
Il était forcé. Était forcé. Il était forcé. Aujourd'hui, il est vrai. Oui, il est normal. Oui. Grâce à cette femme. Oui. Mais c'est absolument impossible d'aller tricher avec elle. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Non. Elle vous remet tout de suite dans le droit chemin. Mais c'est pas possible, en fait. Donc, on a bien compris que cette lumière en vous, enfin, elle vous a fait sortir de ces zones d'ombre, en fait. Hein. Oui, et on a d'ailleurs acheté notre maison avant de se voir. Ça, c'était risqué, non? Non. Et dans cette maison, il y a des bonnes ondes? Oui, elle a dirigé tous les travaux à distance. Elle a choisi les meubles sur le bon coin que j'allais chercher. Et au bout d'un an, elle est rentrée dans sa maison. Bon. Donc, l'amour est dans cette maison et les vibrations avec des bonnes vibrations. Oui. Oui. Alors, Alexandre, voici un domino. Oui. On va voir comment vous vibrez. Est-ce que ce sont les chiffres pairs ou impairs qui vous font vibrer? Pair. Pair. Alors, on va faire l'interview pair, parce que les chiffres pairs, c'est quoi? C'est l'équilibre? Oui. La stabilité? Qu'est-ce qu'on peut dire? Puis il y a 2. Oui, il y a 2. Bon, ça, on a bien... il y a marqué un 2. On a bien compris que la vie, aujourd'hui, c'était à 2 et c'était mieux. Et ça vous transformait. Ça vous, mais quand même, pourquoi cette attirance pour les chiffres pairs? Il n'y a qu'un chiffre que j'aime impair, c'est le 7. Parce qu'il a une puissance symbolique anormale. D'accord. Alors, on revient au chiffre. Mais le 5, je ne l'aime pas. Bon, oui. Mais est-ce qu'il y a un chiffre? Alors, on revient au impair, au pair, puisque vous avez choisi l'interview pair. Est-ce qu'il y a une date, par exemple, dans votre carrière, dans vos rencontres sentimentales, est-ce qu'il y a un chiffre pair qui vous a porté chance? Un rendez-vous, c'était telle date, c'était un chiffre pair? Non, non, je me souviens jamais des dates. Je ne sais plus quand les choses ont eu lieu. Mais le fait que ce soit des chiffres pairs, ça veut dire quoi sur vous? Ça veut dire que vous avez besoin d'un cadre pour vous sentir bien? Non, je pense surtout au couple. Le couple. Ah oui, oui. Vous êtes axé sur le couple. Oui, j'aime ça. En même temps, dans vos livres, c'était toujours des histoires d'amour, de couple. Mais ça m'intéresse beaucoup. Et vous diriez alors justement que votre équilibre, vous le trouvez dans l'amour que vous venez d'évoquer, ou quand même, ou dans la créativité, parce que vous êtes un créatif. Vous êtes un réalisateur de cinéma, vous êtes un romancier. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un amour, c'est fondamentalement un acte de créateur. C'est le moment où on recommence à être un changement. C'est ça. Donc j'anticipe un peu là sur votre futur roman qui va bientôt sortir, en janvier prochain. C'est un roman d'amour? Oui, bien sûr. La Métamorphose, d'Alexandre Jardin. Non, c'est un vrai roman. Un vrai roman. Un vrai roman. Inspiré de votre vie amoureuse? J'ai une partie de ce que j'ai compris en face d'elle. Oui. Mais c'est un vrai grand roman. Un vrai grand roman. Oui. Vous êtes content de ce que vous avez fait. Ça, c'est la satisfaction, être satisfait de ce qu'on a écrit. Parce que le sujet est plus grand que moi. Et parfois, on écrit sur des choses qui sont stricto sensu personnelles. Et de temps en temps, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir un sujet vraiment plus grand que moi. Et voilà. Alors, le chiffre pair, c'est le symbole de la construction. Oui. Un roman, vous construisez, vous allez bientôt réaliser votre propre film. Si, juste pour terminer, la plus belle chose, la plus belle folie que vous ayez construite, laquelle est-ce? Cette maison. Cette maison construite pour une femme que je n'avais jamais vue. D'être rentré un jour dans une agence immobilière et de dire « je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue ». Ils vous ont regardé d'un drôle d'air, ils ont dû se dire... On est devenus très amis. Ah oui, ils sont pas-ils un peu dingues, celui-là, non? Ils ont vu que je ne l'étais pas. Okay. On peut entrer dans votre maison, là? Vous pouvez me dire si les murs sont blancs? Quelle est la tonalité au niveau des teintes? Elle a tout créé. Elle a tout créé. Mais on est plutôt dans une atmosphère douce de ton pastel ou de ton un peu plus fort?
c'est une maison, c'est un mélange. C'est une maison nord-américaine, très raffinée, avec une touche d'Asie. Et en même temps, on est en France. Bon, alors vous voilà comblé. Alors justement, on va terminer cette émission par cet entretien sur le hasard ou le destin. Alors, dans votre vie, qui rencontrez-vous le plus souvent? Le hasard ou le destin? Le destin, tout le temps. Le destin? Oui. Il a mis votre épouse sur votre route? Oui, la probabilité de trouver sa femme pendant Covid en Ontario n'existait pas. Oui, c'était quasi... Non, ça n'existe pas. Il aurait fallu l'inventer, quoi. Oui, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, presque tout ce qu'il y a d'important est de l'ordre du destin. Et je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'il va arriver des trucs probables. Mais ça n'est jamais le cas. Et alors, vous qui écrivez depuis longtemps, vous pensez qu'on invente nos destins comme on écrit un roman? Non. Non, c'est la vie qui nous utilise. Donc, quand il vous arrive quelque chose, un événement extraordinaire, vous dites c'est la vie ou bien c'était écrit? Non, je me dis que c'est la vie qui est en train de nous utiliser pour faire des trucs formidables. Parce que c'est ce qu'elle aime. Oui. Oui, elle fait des choses formidables et puis parfois pas formidables mais elle du tout. n'aime pas le truc pourri, elle l'aime pas. Mais c'est Sacha Guitry qui disait « Le hasard est le travestissement favori du destin. » Oui. Hein? Oui. Vous partagez cette pensée? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, si je vous demande... Beaucoup de choses avec Guitry. Si je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu le destin vous faire signe sous le masque du hasard? Oui. Vous me répondez quoi? Tout le temps. Tout le temps. Je ne voulais pas être romancier. Qu'est-ce que vous vouliez faire? À l'époque, j'étais à Sciences Po, perdu, et je voulais écrire... J'avais écrit une pièce de... Je pensais faire du théâtre. Et puis, je rencontre dans la rue un bonhomme qui était un ami d'enfance de mon père, à l'époque où mon père était gigolo. Il se tapait le chauffeur de la dame. Ah, c'est intéressant. C'est un attaché de presse de cinéma que je rencontre dans la rue et qui me dit « Tu as la tête de ton père au même âge ». Et c'est lui qui a fait lire cette pièce à une femme qui dirigeait Gallimard, qui a lu la pièce et qui a voulu me rencontrer. Je ne voulais pas. C'était Françoise Verny? Oui. Mais je ne voulais pas parce que je ne voyais pas. Elle ne dirigeait pas de théâtre. Elle était chez Grasset. Non, chez Gallimard. Ah non, chez Gallimard. Pardon. Et finalement, elle s'est invitée, elle a débarqué à la maison. Et elle a dit « Je viens tel soir ». J'ai ouvert la porte. Et c'est comme ça que le destin rentre. Et il pesait 120 kilos, elle était ivrogne. C'était impossible de ne pas voir le destin rentrer quand il dit... C'est tellement... Oui, il est spectaculaire à ce moment-là. Et vous pensez qu'on peut se révolter contre son destin, comme disait Albert Camus? Oui. Alors comment vous vous révoltez contre le destin? Je ne veux pas vivre dans un pays médiocre. Et donc? Et donc, je vais faire en sorte, en début d'année, de donner à notre pays des armes pour qu'il puisse reprendre la parole. Et voilà. Donc, du coup, vous serez peut-être candidat à l'élection présidentielle de 2027, Alexandre Jardin? Non, c'est pas ça. Oui. Mais je ne veux plus vivre dans un système entièrement déconnecté où on vire le peuple le soir de l'élection. Nos voisins suisses gardent un pouvoir référendaire. Oui. Donc, je veux qu'on reconnecte notre système. Je veux plus qu'on se livre à cette chose humiliante qui consiste à donner un chèque en blanc à quelqu'un avec qui on va entretenir après de mauvaises relations, oui. Parce qu'on n'est plus connecté. Oui. Donc, je vais faire en sorte que la France dispose de ce droit. Ça, c'était écrit d'avance? Ça, c'est dans votre destinée? Le combat, ce combat visible. C'est le destin naturel des démocraties qui mûrissent. Donc, la vie se sert de moi, puis c'est tout. Mais c'est normal qu'à un moment donné, on aille vers une responsabilisation du citoyen. Mais, attendez, parce que à aucun moment,
l'idée de pouvoir être candidat, vous l'avez été quand même en 2017, l'idée d'être 10 ans après candidat à la présidentielle pour porter un certain discours et mener un certain combat pour une vie meilleure, ça ne vous traverse pas l'esprit? Si, bien sûr. Mais ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas votre objectif. Vous ne changerez pas d'avis en quelques mois? Non, j'ai dit bien sûr. Je n'ai pas dit que c'était mon objectif. C'est-à-dire que pour moi, réparer notre système est primordial. D'accord. Et ça peut... oui. Peu importe le canal. Donc ça peut passer par un mandat politique, électoral. Oui, mais ce n'est pas mon objectif. C'est-à-dire que je n'ai pas cette maladie-là. Il y a beaucoup de gens qui ont une forme de névrose et qui est cette espèce de pulsion de pouvoir. Et je ne l'ai pas. En revanche, je peux parfaitement l'assumer. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Pour moi, il est beaucoup plus important que notre peuple garde le contrôle de sa vie que de savoir qui va le faire. Après, on va lancer avec le mouvement des gueux des choses en début d'année qui vont être très lourdes, qui seront lancées fin décembre. Mais je veux que les gens contrôlent leur vie. Je veux dire, ça suffit, quoi. On ne va pas vivre dans cette médiocrité-là. Bon. Vous? Mais peu importe qui pilote. Oui. Bon, en tous les cas, est-ce que vous vous dites que le destin fait plutôt de bonnes choses pour vous? Oui, il est malin. Il est malin? Oui. Vous aussi, vous l'êtes, Alexandre Jardin. Mais merci beaucoup pour cette interview généreuse, ces réponses sincères. Et puis, je pense que les lecteurs vont être heureux de vous retrouver comme romancier en janvier. Oui, c'est mon vrai métier. Avec un nouveau livre. Oui. On peut connaître le titre? La femme qui inventa l'amour. La femme qui inventa l'amour. C'est vraiment l'histoire de celle qui a inventé, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a dessiné en Chine le premier kanji chinois, qui a inventé le concept. Évidemment. Une sacrée femme. Une sacrée femme, comme la femme avec laquelle vous vivez. Aussi. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous de Domino.